Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 12h GMT, midi partout au Sénégal. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Accident mortel sur la route de Fatick, 7 morts dont 3 fillettes hier soir. Nous consacrons un large dossier à la prévention et à la sécurité routière dans ce journal. Affaire du conducteur de Jakarta tué à Thiès, l'autopsie du corps de la victime effectuée aujourd'hui. À Thiès, les relations sont heurtées entre les policiers et les Jakartamens. Forte pluie sur une grande partie du Sénégal, une eau accueillie avec soulagement, mais les intempéries ont privé des zones d'électricité. La Sénélec s'en explique. À suivre notre dossier également sur le métier de photojournaliste, ce à l'occasion de la Journée internationale de la photographie célébrée ce lundi 19 août. Pour les titres de l'actualité internationale, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. À la une ce matin, le Soudan avec l'ouverture du procès d'Omar El-Béchir, le président déchu et jugé pour corruption et trafic d'influence. En République démocratique du Congo, la rougeole plus mortelle qu'Ebola, l'épidémie a fait 2700 victimes en 7 mois, principalement des enfants. Merci Anna Rocha. Tout à l'heure pour le développement de tous ces titres. Le menu du journal des sports avec vous, cher Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Souleymane. Rien que du basket. Après l'afro-basket féminin, cap sur le mondial auquel doit prendre part le Sénégal. Ce matin, les Lions en partance pour la Chine ont reçu des mains du ministre des Sports le drapeau national. Ceci au lendemain de la défaite en finale de nos Lions. Quelques réactions dans ce journal. On vous retrouvera tout à l'heure pour le développement de ces titres également. Ne ratez pas la chronique du jour d'Abdoulaye Cissé. Mohamed Ali Mouba sera là pour nous présenter la revue de la presse et puis les relations entre les forces de sécurité et les citoyens. C'est le thème de Point de vue aujourd'hui. Souleymane Niang. C'est le énième accident de la circulation enregistré hier soir sur les routes sénégalaises ces derniers temps, mais la collision survenue hier soir à la sortie de la région de Fatick est particulièrement tragique. Au bilan, il y a 7 morts, dont 3 enfants âgés entre 7 et 8 ans. Toutes les victimes se trouvaient dans une berline. D'autres détails avec notre correspondante à Fatick, Aminata Goudiaby. Le bilan est lourd. 7 personnes décédées d'un coup dans un accident de la circulation hier dans la soirée vers 22h40. C'est une collision entre un bus de transport en commun en partance pour Vélingara et un véhicule particulier. C'est une Peugeot 406 selon des éléments de la 32e compagnie des sapeurs-pompiers de Fatick. La Peugeot avait à son bord 8 personnes et ce sont les 7 personnes qui sont décédées sur le champ. Le conducteur, grièvement blessé, a été lui évacué à l'hôpital régional de Fatick. Du côté du bus, pas de blessés dénombrés. L'accident, il faut le souligner, a eu lieu sur la route nationale numéro 1 à hauteur du village de Diop-Ndofène dans la commune de Diouroup. Samedi dernier, 2 adolescents avaient également perdu la vie à la sortie de la commune de Fatick sur la route de Kaolack. La moto qui les transportait a été percutée par une voiture de transport en commun de type 7 places. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. La route de Fatick, surtout dans la commune de Diouroup, est réputée accidentogène. Outre le grand nombre d'accidents, cette zone se distingue par la gravité de ces accidents. Pourquoi l'axe Diouroup-Diosmone-Fatick est-elle accidentogène? Un expert en transport et en sécurité routière avance une explication. Selon Ibrahim Ndongo, c'est parce que la route a subi de nombreuses déformations du fait du trafic intense sur le corridor. La voie comporte aussi de nombreux virages. Voici Ibrahim Ndongo au téléphone avec Mohamed Ali Mouba. Le bilan provisoire qu'on avait fait avec les autorités, on avait enregistré malheureusement 5 morts et une trentaine de blessés graves. Des blessés graves qui avaient des fractures ouvertes pour certains, d'autres des hémorragies externes, internes. En tout cas, des blessures extrêmement graves qui nécessitent carrément des interventions en urgence, mais aussi d'autres interventions avec des médecins chirurgiens. Et là, certains patients ont déjà bénéficié d'une intervention chirurgicale et il y a d'autres patients qui attendent jusqu'à présent. Et nous espérons que d'ici 1 à 2 jours, que ces patients vraiment retrouveront leur santé. J'étais surpris quand on m'avait dit que le bloc de l'hôpital régional était en réfection, soit avec des défauts de fonctionnement, et qu'on m'avait appelé au niveau de l'hôpital de la Paix pour prendre en charge les patients, mais il y avait aussi un autre souci d'oxygène. Je pense que c'est des
situation qu'il faut déplorer. Et l'hôpital régional, que ce soit l'hôpital de la Paix, devrait être en mesure de prendre ces interventions en urgence, quoi. Donc, mais aussi, nous profitons de cette occasion pour faire un appel, appuyer notre plaidoyer pour que le centre de santé de Bignona soit érigé en un hôpital de niveau 2 minimum, vu la position géographique de Bignona, ville carrefour, et que le poste de santé le plus loin de l'hôpital régional fait minimum 100 km. Il y a carrément un problème. Vous venez plutôt d'entendre le docteur Ibrahim Tito Tamba s'agissant de l'accident survenu samedi à Badjouré dans le département de Bignona. Je rappelle qu'on dénombre 5 morts, 36 blessés graves et 30 blessés légers. Les blessés les moins graves sont pris en charge à Bignona, tandis que les cas les plus sérieux ont été référés à l'hôpital régional de Ziguinchor. Le médecin-chef du département de Bignona que vous venez d'entendre laisse entendre que certains blessés ne sont toujours pas pris en charge et il en appelle à l'aide de l'autorité centrale pour aider justement ces blessés. Nous revenons donc sur cette zone particulièrement accidentogène, l'axe Djouroup-Djosmone-Fatick. Un expert du transport et en sécurité routière avance une explication. Je vous disais qu'Ibrahim Ndongo pense que c'est parce que la route a subi de nombreuses déformations et qu'il y a plusieurs virages. Je vous propose de l'entendre au téléphone avec Mohamed Ali Mouba. Cette route nationale, une qui est aussi le corridor Dakar-Bamako, donc qui est fréquenté par quotidiennement rien que pour le Bamako, plus de 600 à 700 camions par jour. Donc, ce qui fait que cette route a subi des déformations notoires sur ce tronçon dont vous venez de parler, vers Djouroup, vers Fatick et consorts. Alors, ces constantes-là peuvent influencer négativement la tenue de route des véhicules. Ça, c'est d'un. D'autre part, il y a aussi sur le plan infrastructure, qu'il y a les accotements qui ne sont pas stabilisés ou bien qui n'offrent pas une largeur suffisante permettant aux camions en panne ou en rade de pouvoir stationner convenablement et sans gêner les autres usagers. Donc c'est ça, voilà les principaux facteurs qui font que, en plus de ça, il faut dire qu'il y a que les successions de virages, parce que cette route-là a été réalisée depuis presque les années 60 et que jusqu'à présent, elle n'a pas subi de modifications sur son tracé. Donc, il faut rapidement réaliser ce projet d'autoroute-là, Dakar-Kaolack, parce que c'est une alternative qui va vraiment impacter sur la réduction et la gravité, la réduction du nombre et la gravité des accidents sur cette taxe-là. Les accidents de la route, ce sont des centaines de morts par an et ce mois d'août est particulièrement meurtrier. Les acteurs du transport routier s'en désolent dans ce dossier réalisé par Pape Balagueye. Plus de 20 décès sur les routes en l'espace de 2 semaines, les chiffres font froid dans le dos. Pour Matar Faye, directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal, les statistiques restent pour le moment macabres. 2015, 650 tués, 2016, 635 et après c'est redescendu en 2017 et en 2018 autour de 600 tués. Mais il faut dire également qu'à côté de tout cela également, il y a une augmentation du parc automobile. Donc ces chiffres-là, il faut les corréler par rapport à l'augmentation du parc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a de gros efforts qui sont en train d'être faits. Entre autres causes, la période hivernale et le manque d'expérience et de maîtrise du code de la route par les jeunes. Les victimes sont souvent des jeunes parce que n'ayant pas beaucoup d'expérience, ne connaissant pas suffisamment les prescriptions du code de la route, mais ont cette envie de prendre des risques, cette envie de se donner à fond. Et très souvent, quand on compare les accidents de la circulation sur toute l'année, les mois qui correspondent aux vacances sont les mois les plus meurtriers. Même si pour l'heure, il est difficile de faire un bilan des accidents pour 2019, le directeur des transports parle de victimes de trop, malgré les politiques menées par l'État. C'est vraiment dommage. On a toujours travaillé dans la sensibilisation, dans l'éducation, mais je pense qu'il faut de plus en plus axer la lutte sur le contrôle et la sanction, l'application de la loi. On peut toujours décrier effectivement beaucoup de faits, mais tant que le contrôle n'est pas strict, tant que la sanction n'est pas exemplaire, je pense que les gens se comporteraient toujours dangereusement dans le réseau. Près de 550 décès notés sur les routes, les acteurs du transport appellent à plus de prudence pour lutter contre le phénomène. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps.
Autre aspect de l'actualité, le corps de Mafatim Momar Mbaye doit être évacué aujourd'hui à l'hôpital Dantec pour les besoins de l'autopsie. Ce jeune Thiessois est mort vendredi dans des circonstances qui restent encore à élucider. Les conducteurs de moto Jakarta accusent un policier du nom de El Capo de l'avoir tué avec une brique. Une accusation battue en brèche par la police nationale. En tout état de cause, il est souvent constaté des relations heurtées entre les forces de l'ordre et les conducteurs de moto Jakarta. Des rafles et courses-poursuites entre policiers et Jakarta-men sont monnaie courante. L'exemple le plus récent est l'incident qui s'est produit ce week-end. Les citoyens thiessois interpellent les autorités pour que ce secteur soit réglementé. Reportage, Cheikh Anta Diop. C'est presque un constat général à Thiès des relations heurtées entre forces de l'ordre et conducteurs de taxi-moto Jakarta, des faits qui alimentent toujours les débats. Babou Sen, ce policier à la retraite que nous avons rencontré devant la porte du commissariat central de Thiès. Parce que c'est des faits coutumiers entre les conducteurs de moto Jakarta et les policiers. Les policiers sont là pour le contrôle des motos Jakarta. Une moto Jakarta, c'est un véhicule à moteur de plus de 125 cm3. Cette moto doit avoir une carte grise, une assurance, un permis de conduire et le port du casque est obligatoire. Le port du casque est obligatoire. Khadim Dien, ce conducteur de taxi moto Jakarta, est d'avis qu'ils doivent se conformer à la réglementation. C'est normal si un Jakartaman ne porte pas de casque, on doit l'arrêter. Des fois, il y a même des ASP qui nous arrêtent et nous demandent 2000 à 6000 francs. Pour lever toutes ces difficultés et permettre une mise en application de la loi, l'autorité administrative doit convoquer les parties prenantes pour assainir le secteur, selon Babou Sen. Regardez, le commissariat là est plein de motos Jakarta, parmi lesquelles il y a des motos volées, il y a des motos qui sont utilisées pour les agressions, il y a des motos qui sont utilisées pour trafic de drogue, de chanvre et autres. Il y a un désordre total. La police est là pour faire le travail. C'est pas une animosité. Ce sont là autant de questions qui interpellent aussi bien les conducteurs de taxi-moto Jakarta que les forces de l'ordre. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Au sujet des relations entre forces de sécurité et citoyens, le rappeur Simon Kouka, membre du mouvement Yanama, rappelle à plus de communication pour huiler ces relations. Selon lui, les hommes de tenue doivent être sensibilisés davantage sur leur mission auprès des populations. Simon Kouka était l'invité de RFM Matin aujourd'hui. Il y a une énorme barrière et il y a des préjugés déjà entre les citoyens lambda et les forces de l'ordre. Et je crois qu'il faut aujourd'hui des séances de discussion, des conférences, des séances de portes ouvertes pour justement permettre aux citoyens de mieux appréhender la police, de moins avoir peur. Parce qu'il y a beaucoup de comment on les appelle, de préjugés et surtout des petites phrases, Al-Kati, Dubaï, doré. On pense qu'à taper, dorer, faire peur, etc. Mais aussi, il y a aussi beaucoup de formations à avoir, surtout auprès des jeunes forces de l'ordre. Il y a beaucoup de formations parce que des fois, quand on voit aussi même certains adultes policiers, comment ils parlent aux gens, droit-elle, et toi, mets-toi de côté. Alors que ça, ils doivent parler de façon un peu respectueuse. Parce qu'aujourd'hui, cette personne qu'ils sont en train de mettre sur le bas-côté, c'est grâce à l'essence justement qu'il a acheté cette voiture, les taxes prélevées qui font qu'il est payé. Donc, lui donner un peu de respect. Donc en quelque sorte, ces forces de l'ordre doivent être moins arrogantes vis-à-vis des citoyens. Moins arrogantes et ça doit être plus conciliant, il doit être plus proche. Et je crois que pour ça, il faut suivre un peu l'exemple des forces de l'ordre dans les banlieues parisiennes qui, des fois, vont dans des établissements scolaires, dans des lieux publics fréquentés pour mieux discuter avec les populations et faire comprendre aux populations c'est quoi leur rôle et qu'il y ait une certaine proximité. Les relations entre les forces de l'ordre et les citoyens, thème de notre point de vue d'aujourd'hui. Dans quelques minutes, il est 12h14 et je vous rappelle que vous écoutez le grand journal sur la RFM. Il a plu sur l'ensemble du territoire national ce week-end selon la météo nationale. Le sud du pays a été la zone la plus arrosée. D'autres précipitations sont attendues dans la soirée de ce lundi. Écoutons Abdoulaye Diouf, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM au téléphone avec El Haj Ndiogou Diena. Là, on peut voir que le pays a été bien arrosé ce week-end, surtout à partir de vendredi nuit, samedi nuit et dimanche. Donc, globalement,
Nous avons eu des cumuls de plus de 80 mm sur la partie nord du pays. Il est à noter quand même que sur la partie nord a enregistré ses premières pluies, surtout Saint-Louis et Podor, c'est véritable premières pluies. Et puis sur la partie centre du pays, nous avons eu des cumuls de plus de 100 mm, surtout à Kaolack et à Koungheul. Donc nous avons eu beaucoup de pluie. Et sur la partie sud du pays, nous avons eu des cumuls de plus de 200 mm à Ziguinchor. Et Kolda également et Kédougou ont enregistré des cumuls assez intéressantes. Donc globalement, on peut dire que la situation a été très favorable. La situation reste favorable pour cette nuit, donc aujourd'hui, surtout sur les localités du centre, également sur la partie sud du pays et la partie est. Mais à partir de demain, la situation devient moins favorable aux activités pluvieuses. La partie la plus favorable reste la partie sud du pays. Et puis, à cause de ces précipitations, plusieurs zones du pays sont privées d'électricité. Nous reviendrons là-dessus avec la Sénélec lors de nos prochaines éditions. Et puis, les premiers pèlerins sénégalais sont rentrés ce lundi. À leur descente, ils ont formulé des prières pour un bon hivernage et la paix, même s'ils reconnaissent quelques manquements comme le retard de plusieurs vols. Compte rendu, Abdou Diouf Diagne. C'est à 5h30 que l'avion qui transportait les premiers pèlerins sénégalais s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne. Tout de blanc vêtu, l'air fatigué, Madame Thiam nous livre ses premières impressions après avoir accompli l'un des piliers de l'islam. Nous avons passé un très bon hajj. Nous avons bien mangé, bien bu et nous nous sommes très bien reposés aussi. Nous avons prié pour le Sénégal. Que Dieu exauce nos prières. Un bon hivernage et la paix, voilà les prières formulées par Cheikh Mbaou qui salue en même temps le travail de la commission. C'était un peu difficile. Nous demandons à Allah d'accepter nos prières. Nous avons prié pour la paix au Sénégal et un bon hivernage. La commission a fait un bon travail. Dans l'ensemble, vraiment, c'est une ligue. Quelques couacs ont été aussi notés. Le vol a enregistré un retard de plusieurs heures. Bon, il y avait un manque de coordination des fois, mais c'est pas très méchant. Les premiers pèlerins sénégalais ont été accueillis par le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Ce lundi 19 août, c'est la journée internationale de la photographie. À cette occasion, nous nous intéressons au métier de photographe journaliste ou photojournaliste au Sénégal. La profession souffre de l'absence de structuration et du déficit de formation de certains reporters photographes. Mais l'Union nationale des photojournalistes du Sénégal porte le combat pour redorer le blason du métier. Amadou Sabarba. Des conférences de presse, des manifestations de mouvements d'humeur ou même lors des activités sportives, ils sont toujours là, témoins des faits. Ce sont des photojournalistes. Mais ce métier semble être infesté par des amateurs. Un constat de Vieux Ndiaye, photojournaliste au quotidien LAS. Ça nous dépasse. Par exemple, lors des combats de lutte, vous pouvez voir plus de 50 soi-disant photographes. Mais en réalité, il n'y a que 5 professionnels qui sont dans les rédactions. C'est une situation que nous combattons difficilement. Un autre problème, la valeur de l'iconographie dans les médias. Le président de la Fédération africaine sur l'art photographique appelle les autorités de la corporation ainsi que l'État à la réflexion. C'est pour valoriser le travail des photojournalistes. Mamoudou Gomis. Les journalistes parfois ont du mal à comprendre ce que c'est un commentaire et une légende. Les photographes, souvent, il y a quelque part des failles et du coup, il nous faut se rassembler, discuter autour de ça pour essayer de donner la place qu'il faut pour la photographie. Aujourd'hui, des professionnels se sont constitués pour assainir le milieu. Moussa Sow est le chargé de la formation de l'Union nationale des photojournalistes du Sénégal et membre du directoire du CORED. Le point a été pris par le nouveau code de la presse et je pense que nous n'attendons que les décrets d'application pour que ce soit effectif. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont épousé le métier pour pouvoir vendre des images aux autorités et autres, parce qu'ils cherchent la carte presse. Dès que nous aurons appliqué ce nouveau texte-là, il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous qui seront complètement éliminées de la corporation. Des professionnels de l'image veulent une meilleure reconnaissance de leur métier, une façon de mieux revaloriser le traitement de l'information dans l'espace médiatique.
RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Anna. Rebonjour Souleymane, bonjour à tous. L'actualité internationale, c'est d'abord le Soudan avec l'ouverture ce matin du procès d'Omar El-Béchir. L'ex-président soudanais est arrivé au tribunal sous escorte militaire. Il est jugé pour corruption et trafic d'influence. Plus de 113 millions de dollars, près de 67 milliards de francs CFA avaient été saisis en liquide dans sa résidence à Khartoum. Adi Magendiaï. L'ancien chef de l'État a été déposé par l'armée le 11 avril en réponse à des manifestations massives. Il est arrivé en matinée devant la cour, escorté par un imposant convoi militaire. Son procès devait s'ouvrir samedi dernier, mais il avait été reporté. Omar El-Béchir a été informé par le parquet qu'il devrait répondre à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et pour avoir reçu des cadeaux illégalement. En fin avril, le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah Burhan, avait affirmé que l'équivalent de quelques 113 millions de dollars en liquide avait été aussi saisi par des membres de la police, de l'armée et des agents de sécurité dans la résidence de l'ex-président à Khartoum. En mai, le procureur général a également déclaré qu'Omar El-Béchir avait été inculpé pour des meurtres commis lors de ces manifestations anti-régime qui ont finalement conduit à son éviction sans que l'on sache quand il devra répondre de cette accusation. Et au Nigeria, 4 soldats ont été tués dans une embuscade suite à une attaque de Boko Haram, ou plutôt suite à une attaque d'une faction de Boko Haram, selon une source militaire relayée par plusieurs médias étrangers. Les présumés terroristes ont ouvert le feu sur une troupe dans le village de Mougoula, près de la frontière avec le Cameroun. Au Tchad, l'état d'urgence est décrété pour 3 mois. Le président tchadien déclare l'état d'urgence dans 2 provinces de l'Est. C'est pour une durée de 3 mois donc. Idriss Déby réclame aussi le désarmement des civils après des affrontements meurtriers entre cultivateurs et éleveurs qui ont fait des dizaines de morts depuis le 9 août dernier. Et puis la rougeole qui tue 2700 enfants en RDC en moins d'1 an. En 7 mois précisément, de janvier à juillet, la rougeole a infecté plus de 145 000 personnes. Selon Médecins sans frontières relayé par la BBC, cette épidémie de rougeole est même plus mortelle que celle d'Ebola qui sévit actuellement aussi en République démocratique du Congo. 23 des 26 provinces du pays sont touchées. Mohamed Ali Mouba. Selon Médecins sans frontières, très peu a été fait pour combattre l'épidémie de rougeole en RDC, République démocratique du Congo. Le chef de mission de MSF explique à la BBC que le manque de vaccins et d'hygiène ainsi que la prévalence des conflits et le nombre élevé de personnes déplacées ont contribué à la propagation de la maladie. Le responsable de l'ONG déclare aussi que cette situation est la conséquence d'années de négligence. C'est la plus grande épidémie de rougeole depuis plus de 10 ans au Congo. Le financement du plan d'intervention sanitaire reste par ailleurs très problématique. Et toujours en RDC, le premier gouvernement sous Félix Tshisekedi pourrait être mis en place dans les jours qui viennent à Kinshasa. Selon Radio France Internationale, l'investiture de la nouvelle équipe ministérielle est à l'ordre du jour d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée cet après-midi. Le premier gouvernement très attendu par les Congolais depuis 7 mois. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Les relations entre les forces de défense et de sécurité d'une part et les citoyens d'autre part, c'est le thème de Point de vue aujourd'hui. Rendez-vous dans quelques minutes avec nos 2 intervenants, commissaire Boubacar Sadio, ancien directeur adjoint de la police nationale, et Seydou Diouf, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. RFM Sport. Rebonjour à vous, cher Tidiane Diagne. Rebonjour à vous, Souleymane. Mondial masculin de basketball, le drapeau national remis au Lion ce matin. Il faudra préciser que la compétition démarre à compter du 31 août pour finir le 15 septembre prochain. Les Lions, vous l'avez dit, qui ont reçu donc ce matin des mains du ministre des Sports le drapeau national. Le Sénégal, pour rappel, est logé dans le groupe H en compagnie de la Lituanie, de l'Australie et du Canada. La cérémonie s'est déroulée sous les yeux de Solekiam.
Le ministre des Sports, Matar Ba, a rappelé aux Lions le parcours des Lions lors de l'Afrobasket qui a pris fin hier. Et cela pour les exhorter à hisser haut le drapeau national. Ainsi, en recevant le drapeau symbole de notre souveraineté nationale ou internationale et en revêtant le maillot de l'équipe nationale, vous endossez la lourde responsabilité de défendre et d'honorer les couleurs nationales. Cependant, durant cette noble mission au service de la nation, soyez rassurés, chers Lions, que vous ne serez jamais seuls. En effet, ce message est aussi un message de soutien du président Macky Sall et du peuple sénégalais. Faites preuve de solidarité, de bravoure, de combativité et d'abnégation. Et soyez mobilisés autour d'un seul objectif, celui de réaliser des performances honorables et de représenter dignement le Sénégal. Je voudrais aussi saluer l'engagement patriotique de Moustapha Gaye, le coach de l'équipe nationale. Chers Lions, imposez-vous comme viatique l'unité et la solidarité en faisant corps avec le peuple. Restez concentrés sur votre unique objectif. Le message du ministre des Sports est bien perçu par les joueurs. Le capitaine des Lions, Maurice Dalendour. Juste pour nous encourager aussi et nous accompagner en Chine avec des prières, avec les encouragements pour qu'on y aille et faire vraiment une bonne performance et montrer la face du Sénégal au niveau mondial et défendre les couleurs de la nation. La délégation du Sénégal va rallier la Chine mardi ou au plus tard mercredi. L'équipe va jouer un tournoi avant le début du mondial le 31 août. Les Lions du Sénégal qui ont subi hier une défaite en finale de l'Afrobasket. Il s'agit seulement de la seule défaite des Lions dans ce tournoi qui laisse un goût amer aux sélectionneurs. Chersar annonce une rupture des propos recueillis par Youssouf Boyan à l'issue de la rencontre hier. Je pense qu'il faut faire une bonne prospection. Je pense que le Nigeria a construit son équipe sur la base de la jeunesse. Vous voyez les arrières, c'est 23, 24, 25, 26 ans. Les plus anciennes, ils jouent là au haut niveau en Espagne, en France et ailleurs, dans le NBA. Et ça, c'est construit pendant longtemps. Nous, je pense que depuis l'événement de 2017, on a essayé de renouveler, d'apporter un plus-value, mais après, avec les blessures, avec des choses qui ont eu des opérations, Lena a été opérée, qu'on appelle Yacine, tout ça. Mais c'est des jeunes. C'est des jeunes qui peuvent rester pendant longtemps en équipe nationale. Donc il faut aller renforcer cette équipe avec les jeunes comme Fadjan qui n'ont pas d'expérience. Mais je pense qu'il faut continuer dans ce sens, encore travailler, développer le jeu, développer cette mentalité de gagneur. Et après, aller dans le tournoi du TQO pour défendre notre chance encore. Quoi. Mais je pense qu'il y a matière à réflexion par rapport à ça, par rapport à qui doit être là et qui doit... Chersar, donc le sélectionneur de l'équipe nationale féminine du Sénégal battu hier en finale de l'Afrobasket par le Nigeria qui conserve son titre. Le conseil départemental de Louga offre 4 millions de francs CFA à la jeunesse de Tchowor, c'est dans la commune de Léona. Cette somme va servir à la réfection du stade de la localité, Abraham Boulpouya. Le conseil départemental de Louga a octroyé 4 millions à la jeunesse de Tchor, une somme destinée à construire une grille de protection des toilettes et des portes au stade Abdoulaye Ndiaye de la localité, un geste magnifié par la jeunesse. Cher Diop est le président des associations sportives et culturelles de la localité. Le geste est d'autant plus important que nous savons que les collectivités territoriales, surtout les conseils départementaux, n'ont pas assez de ressources. Il a fait preuve certainement d'ingéniosité pour trouver des fonds pour venir appuyer la jeunesse du département. Nous nous en réjouissons énormément. Le conseil départemental compte ainsi s'impliquer davantage concernant la politique sportive et culturelle. Amadou Merissilla est le président du conseil départemental de Louga. L'année dernière, j'étais là, j'ai écouté la jeunesse, ils m'ont dit leurs préoccupations. Leur problème, c'était les stades. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai amené 4 millions pour la jeunesse de Léona, la jeunesse de Tchowor, parce que c'était leur vœu. Donc je suis très fier et quand je fais ce genre de financement, je le fais au nom du président de la République. La cérémonie de remise du chèque s'est déroulée lors d'une séance de lutte traditionnelle organisée par l'AIC de Tchor pour démarrer les activités
du championnat populaire. Abraham Paul Pouichor, Radio Futur Média. Et puis Suleiman, nous terminons avec le gardien de but international sénégalais Alfred Gomis, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui évolue à Spal en Italie. Il s'est engagé pour 4 années avec Dijon Football Club. Gomis, âgé de 25 ans, dont le montant du transfert n'a pas été donné, ou plutôt le montant du transfert est évalué à un peu moins d'1 million d'euros. Suleiman, c'est donc l'essentiel des actualités sportives de ce midi. Merci à vous, cher Tidiane Diagne. Je vous propose de rester dans le domaine des sports, mais du point de vue des gradins, les supporters sénégalais plus spectateurs que source de motivation. Le constat est fait par un sociologue, un public qui réagit selon le climat du match. Une soif de victoire ou une longue attente serait la source de cette démotivation ou du relâchement des supporters sénégalais. C'est ce que nous dit Nafissatou Silla dans ce dossier. Chant, danse, agitation, autant de facettes pour motiver son équipe et cela sans relâchement, de l'énergie durant tout le match. Hélas, le 12e Gaïndé passe plus pour spectateur que supporter. Le constat du sociologue Dr Abdoulkhadr Sanogo. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, et ça c'est un mal très bien sénégalais, le supporter sénégalais n'est pas un supporter, il est juste un spectacle. Lui, il est assoiffé de spectacle et quand il ne voit pas le beau jeu ou bien le spectacle qu'il attend de voir au niveau peut-être de la compétition. Généralement, le public sénégalais, on le sent très fébrile, mais surtout endormi. Maintenant, quand il y a peut-être, si vous voulez, quelques séances où son équipe est en train de faire un exploit, on le sent. Et alors qu'un supporter, au sens propre du terme, mais c'est pas ça. C'est pas que quand votre équipe marche, vous êtes derrière, mais quand votre équipe lâche du lest, vous l'abandonnez presque. Et c'est ce que nous voyons. Ça, c'est à tous les niveaux de compétition. Le public manifeste une soif de gagner et est plus motivé quand il y a action. Sinon, c'est un relâchement. Bambado Baldé, socio-anthropologue du sport, parle lui d'une longue attente. Les supporters sénégalais ont pendant longtemps, ils ont beaucoup attendu par rapport pour avoir un trophée. Et puis à la dernière minute, ce trophée-là nous lâche à chaque instant. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière, parce que ce relâchement-là, c'est pas parce que les gens n'ont pas foi en leur équipe, en leur équipe ou bien quelque chose, en leur pays. Ici, par exemple, qui explique le fait que, par exemple, les gens là, les supporters, se lâche à un certain moment. Pour le docteur Sanogo, entre le 12e Gaïndé et l'équipe en compétition, la relation doit être constante. Nous, nos supporters, ils ne sont pas, si vous voulez, d'embadière comme on dit. C'est-à-dire ils débutent un match en fonction du rythme déployé par l'équipe. D'ailleurs, on le voit avec les tifosi en Italie, on le voit avec les hooligans au niveau de l'Angleterre, on le voit avec les supporters marseillais. Mais c'est des gens qui sont, si vous voulez, en feu du début jusqu'à la fin du spectacle. Mais exigeant, je ne le pense pas. Au contraire, il y a des moments où aussi dans le sport est constitué comme ça, il y a des moments forts, ce qu'on appelle des temps forts et des temps faibles. Mais maintenant, durant les temps faibles, ce qu'on attend des supporters, c'est qu'ils puissent pousser leur équipe à se transcender. Le rôle essentiel du supporter, c'est de savoir accompagner l'équipe en cas de gagne ou même de défaite, selon Bambado Baldé, spécialiste en sociologie du sport. Il faut que ces supporters-là soient sensibilisés sur l'enjeu de supporter ou bien sur l'importance d'accompagner l'équipe. En dépit de tout, le supporter est toujours là pour, bien entendu, être témoin des victoires, mais aussi des malheurs de son équipe. RFM, la chronique du jour. La chronique est signée Abdoulaye Cissé. Depuis qu'il l'a mise sur la place publique, pas révélée à ceux qui ont encore une fibre écolo et qui s'irritent du peu de vertu durable de certaines de nos usines qui nous asphyxient et nous pompent l'air, le ministre de l'Environnement traîne ces tonnes de déchets toxiques comme un boulet. Il ne les a pas produites, ces tonnes de liquides toxiques. Mais le ministre incarne la puissance publique qui doit trouver la solution pour nous débarrasser et proprement de ces déchets. N'allez surtout pas croire que les déchets étaient devenus trop encombrants et qu'il fallait juste les faire disparaître, qu'on a trouvé le raccourci de pouvoir les incinérer dans les fours à haute densité des cimenteries du pays. Nous devrions tous nous enchaîner sur les voies des camions qui vont exfiltrer ces barils de ces déchets vers les fours pour éviter qu'on nous envoie dans l'air ce que nos yeux ne pouvaient plus souffrir de voir entreposer.
Petit rappel, le 8 juillet dernier, à peine un peu plus d'un mois, le ministre affirmait avec certitude que le Sénégal n'était pas outillé pour traiter ses déchets. Et là, subitement, on tiendrait la solution presque miracle et sans aucun dégât pour la population. C'est sûr qu'on nous ment. Ça crève les yeux au moins autant que la fumée âcre qui va se dégager des bouches d'évacuation des rejets des usines de ciment. Principe de précaution oblige. Nous préférons nous en tenir à la première vérité de la puissance publique, au moins jusqu'à la preuve attestée par A plus B qu'il n'y a aucun danger à incinérer les déchets. Et voilà un bon sujet qui mériterait une commission d'enquête parlementaire pour bien évaluer l'impact environnemental de la destruction de ces déchets par le feu. Si l'on y prend garde, on risque de créer plus de dégâts qu'on ne résoudrait le problème. À titre d'exemple, cela fait 8 ans que le Japon entrepose et cherche la solution scientifique pour ces déchets radioactifs depuis l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima. Il y a certes une différence entre déchets radioactifs et déchets toxiques, mais ça se saurait s'il suffisait juste de brûler l'un ou l'autre pour s'en débarrasser. Ce serait un bon job aussi pour le Conseil économique, social et environnemental de s'emparer du sujet pour la redevabilité publique des décisions qui engagent l'avenir de plusieurs générations. Cela en réveillerait presque celui qui s'est définitivement couché hier, le sémillant journaliste spécialisé en environnement Mam Ali Conté, décédé ce dimanche à la suite d'un malaise. Ça l'affiche mal qu'il nous quitte à cet instant, Mac, comme il signait ses dossiers références dans Sud Quotidien pendant plus d'un quart de siècle. Mam Ali Conté aurait eu le fin mot sur cet empoisonnement de notre environnement qui se prépare. Sa conscience écolo et durable n'est plus à faire. Ces mots pour Mam Ali Conté sont aussi pour rappeler finalement que sur Terre, tout est vanité. Que dis-je? Que tout est vain. L'histoire de Mam Ali Conté avec sa maison sud s'est tristement arrêtée. Avec dignité, Mac ne l'a jamais publiquement évoqué. La décence nous interdit d'en rajouter. Il est à espérer que sa famille, sa seule famille de Sud, il n'en a pas une autre, soit de ceux qui le porteront en terre ce lundi. La mort, finalement, il n'y a que ça de vrai. Je n'ai pas de doute que vous y serez tous. Babacar, Touré, Pandiaga, Silla, Vieux, Savané, Latif, s'il arrive à soulager son agenda des ministres. La complice de toujours, Safili, Hawa Ba, Bokarnian, excusé pour son éloignement du pays, Ibrahim Bahoum, et j'en oublie certainement. S'y croiseront aussi Domingo, Cherbeng, les connaisseurs connaissent. Finalement, Mac nous enseigne le principe de précaution jusque dans sa tombe. Il ne faut pas attendre une autre mort pour que ça se fasse. Repos, grand Mac, je suis sûr que tu as préparé une relève pour une conscience citoyenne écolo pour nous sauver des prédateurs de notre environnement. Nos pensées émues et nos prières à Mam Ali Conté et nos condoléances à sa famille ainsi qu'à nos collègues du groupe Sud Communication au nom de tout le groupe Futur Média. RFM, la presse du jour. Intégrer une grande école. Le groupe ISM à Dakar, pionnier et leader de la formation en Afrique de l'Ouest et membre du groupe Galileo Global Education, premier groupe d'enseignement supérieur privé en Europe, vous ouvre ses portes. En licence ou en master, faites le choix d'une formation accréditée. En école de management, en école de droit, en école d'ingénieur informatique et digital ou au Madiba Leadership Institute. À l'ISM, construisez dès aujourd'hui votre parcours et préparez votre carrière. Today ISM, Tomorrow the World. Info 221 33 869 76 77 ou sur www.groupeism.sn. Le groupe ISM, leader de la formation en Afrique de l'Ouest, vous offre la revue de presse. C'est Mohamed Ali Mouba qui a lu et qui nous commente la presse de ce lundi 19 août 2019. Bonjour. Affaire du boulanger Monrakès, les complaintes de la famille de la victime. Elle maintient ses accusations contre la police. Dans le journal L'Observateur, la mère de Mafatim assure que son fils a été sauvagement tué. Le président de la Fédération nationale des conducteurs de moto Jakarta qualifie le meurtre de bavure policière. Le policier en question lui a assuré un coup de brique au menton, accuse-t-il. La police, elle, lave à grande eau El Capo, dont le journal nous dit qu'il est un flic atypique bien introduit
produit dans le milieu des interlopes, mais pour le père de la victime. Tout cela ne tourne pas rond. La police ne peut être juge et partie. La cité du Rail, pour le moment, est en état de siège et pour le préfet de la ville, les manifestants ont leur propre agenda. Ils profitent de cet incident pour solder leur compte avec la police. Avec le policier El Capo, Maha Diop El Capo est depuis ce week-end plus célèbre que Pedro Pablo León Jaramillo, alias El Capo, le narcotrafiquant le plus recherché de Colombie dans la telenovela éponyme. L'ennemi juré aujourd'hui des conducteurs de moto Jakarta. Mais qui est El Capo? Le quotidien remarque qu'il est grand, fun avec des rastas et très présent dans le milieu du showbiz. El Capo a des antécédents. Jeune policier au poste de police de Grand Dakar, il a poignardé un trafiquant de drogue au cours d'une altercation. El Capo, la terreur de caisse dans sa livraison du jour, le journal Source A semble prendre fait et cause pour le policier. En effet, constate le journal, El Capo a été à plusieurs reprises victime de tentatives d'assassinat, d'actes de vandalisme, de médisance et autres. Et à chaque fois, remarque le confrère, des trafiquants de drogue suspectés d'être derrière ces assauts. En tout état de cause, ces rébellions ouvertes des Thiessois contre les bavures policières, signale le journal Wolf Quotidien. La mort du jeune boulanger continue d'installer un climat de je t'aime moi non plus entre les policiers et les populations. Si la famille du défunt accuse les limiers, ces derniers se lancent dans une opération de lavage à grande eau avant même que l'enquête ne soit bouclée. Le journal rappelle dans la foulée que ce n'est pas une première. La police est habituée des faits, habituée à tuer du citoyen. La mort de Mafatim, la face visible de l'iceberg. Week-end sanglant à travers tout le pays, remarque pour sa part le journal Vox Populi, série de drames. Meurtre de notre jeune à la place du souvenir, il a été poignardé. 8 personnes tuées dans des accidents de la route. Un homme tué par la foudre. Nous restons avec le journal Vox Populi qui s'intéresse ce matin à la pluie et à ses conséquences à Dakar. Grosse averse nocturne sur la capitale hier. Après la pluie, sale temps sur Dakar et sa banlieue, remarque le quotidien. Entre inondations de maisons et routes gorgées d'eau, nuit de galère pour beaucoup de Dakarois. Les cascades de noyades à Guédiawaye, le journal Direct Info fait focus sur le phénomène. Les baigneurs fréquentent cette plage interdite aux vieux et au sud de tous. Le journal parle d'indifférence de l'État et des collectivités locales. La crise au Parti démocratique sénégalais, la bataille de positionnement, bataille pour le contrôle des cadres libéraux fait rage, signale le journal Les Échos. Des cadres karimistes dénoncent et exigent le départ de Cheikh Seck et Aziz Diop. Cheikh Seck parle de défiance au parti et promet d'en tirer toutes les conséquences politiques. Mais selon le journal Wolf Quotidien, Abdoulaye Wade reste droit dans ses bottes. Le pape d'Issopi ne tient pas rigueur du refus de certains de ses responsables qui ont décliné leur nouveau rôle qu'il leur a assigné après la mise en place du nouveau secrétariat national. Il a pris acte de la décision prise par Babacar Gaye, Maître Amadou Sall et Cheikh Tidiane Seck. Ce vent de rébellion à la ville de Dakar, rébellion des khalifistes contre Soham Wardini, le journal Les Échos constate que des conseillers municipaux boycottent ouvertement les réunions qu'elle convoque. Au dernier conseil municipal, il a fallu appeler à gauche et à droite pour atteindre le quorum. Il est reproché à Soham Wardini d'écarter les proches de Khalifa Sall au profit de ses hommes dans la distribution des rôles et des missions. Et puis, Afro-basket féminin, clap de fin, les Lions finissent en pleurs, dit le journal Observateur. Les raisons de la défaite en finale contre le Nigeria, les vices et vertus de Yacine Diop à lire aux pages 15 et 16 du journal L'Observateur. Défaite par les D-Tigers, les Lions ratent le panier final, constate le quotidien. Les Sénégalaises inconsolables malgré la prime de 10 millions de francs CFA promise. Pour le Soleil, la revanche n'a pas eu lieu face au Nigeria, 55-60. Le Sénégal a perdu, c'est que les protégés de Sexar ont tendu l'autre jour, remarque le journal Wolf Quotidien. Bonne lecture à tous. Le groupe ISM, leader de la formation en Afrique de l'Ouest, vous a offert la revue de presse. À 12h42, bienvenue dans Point de vue. Nous discutons aujourd'hui des relations de plus en plus heurtées entre les forces de défense et de sécurité, en particulier les forces de sécurité et les citoyens. Pour en parler, nous sommes d'ores et déjà avec le commissaire Boubacar Sadio, ancien directeur adjoint de la police nationale. Commissaire, bonjour.
Bonjour. Nous attendons d'être rejoints par Seydou Diouf, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. En attendant, commissaire, est-ce qu'on assiste à une recrudescence des incidents entre les forces de sécurité et les citoyens, ou s'agit-il d'un effet grossissant un peu des médias, ou y a-t-il un changement simplement dans la culture de ces forces de sécurité vis-à-vis des citoyens, ou vice-versa? Dites-nous, comment vous analysez la situation actuelle? Voilà, comment j'analyse la situation actuelle, je crois que c'est l'incident entre le commissaire Sangaré et le pharmacien de la Padoie qui vous sert de prétexte, n'est-ce pas? Entre autres, il y a eu d'autres incidents. Voilà, entre autres. Bon, évidemment, même pour ça, je ne saurais trop m'avancer, ne disposant pas de tous les éléments d'appréciation. Bon, les relations entre la police et les citoyens ont toujours été tendues, et souvent conflictuelles. Et c'est un constat qui est fait un peu partout dans le monde. Il y a des pays qui ont su, par une politique efficace, réduire ces tensions et même réussir à faire entre la police et les citoyens des partenariats. Au Sénégal, il faut le constater, pour le déplorer, les relations entre la police et les populations ne sont pas des meilleures. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, évidemment, il y a l'effet grossissant et amplificateur des masses, mais c'est des relations conflictuelles qui ont toujours existé. Et je crois qu'il y a plusieurs facteurs à cela. Il y a le fait d'abord que les policiers exercent un travail difficile, il faut le reconnaître, d'application de la loi, donc d'utilisation quelquefois de moyens répressifs, ce qui peut plaire aux citoyens, même s'ils sont en tort, s'ils sont en faute. Il y a aussi que dans le souci et la volonté d'appliquer cette loi, quelquefois, il faut le reconnaître aussi, les policiers abusent quelquefois, n'est-ce pas, de Cela peut paraître dérisoire, mais l'une des choses qu'on reproche aux forces de sécurité, déjà, c'est le langage. Voilà, vous savez, comme je dis, les policiers baignent dans ce que l'on appelle la culture policière. Ils ont une conception, disons, jacobine du métier, qui les rend souvent rétifs à certaines formes de collaboration nécessaires, et quelquefois même rétifs au comportement innovant qu'existe la réalité sociale, qui aujourd'hui est en fluctuation permanente. C'est-à-dire qu'il appartient aux policiers de s'adapter, n'est-ce pas, pour être aux façons des nouvelles relations que doivent entretenir les policiers, les gendarmes, en fait, les membres des forces de l'ordre et la population. Il faut le reconnaître, quelquefois l'accueil n'est pas des meilleurs dans le commissariat de police. Bon, pour cela, je dis qu'il est plus facile pour la police d'aller vers les citoyens que pour ces derniers de venir vers la police. Il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, mais il faut tout simplement reconnaître qu'il y a un défaut de pertinence dans le choix des orientations. Mais est-ce que c'est pris en compte dans la formation des policiers, pas seulement des policiers? Les forces de défense et de sécurité, c'est plusieurs autres corps, y compris la pénitentiaire, les eaux et forêts, etc. Mais dans le cas particulier de la police, est-ce que dans la formation, on forme les policiers, les futurs policiers, à quand même communiquer avec le public en tenant compte d'un certain nombre de choses, comment dire, l'élégance, la courtoisie, etc. Oui, bon, dans la formation, vraiment, on tient compte de ce que j'appelle les trois éléments, disons, de l'arsenal cognitif, c'est-à-dire que le savoir-faire et le savoir-être. Mais il se trouve que le délai de formation au niveau de la police n'est pas suffisant. Donc, c'est une formation initiale qui est là, mais qui doit être complétée par une formation continue, n'est-ce pas, pour amener tout le temps les policiers à s'adapter et à savoir bien communiquer avec les populations. De notre temps, le commissaire de police réunissait les personnels toutes les semaines, tous les 15 jours, pour leur parler, pour redresser certaines choses. Bon, mais je ne sais pas maintenant, je crois que ça se fait très rarement. Il faut qu'au sein de la police, qu'il y ait ces échanges-là pour que les uns et les autres comprennent qu'en fait, c'est le citoyen, on lui doit respect. Et c'est le respect qu'on lui doit, ce n'est pas une faveur qu'on lui accorde. C'est une obligation vis-à-vis du citoyen. C'est son droit que nous, les forces de l'ordre, nous lui accordons ce respect-là. Donc les policiers, ils veulent se faire respecter et effectivement, ils doivent se faire respecter. Mais pour qu'ils se fassent respecter, il faut qu'ils commencent par se faire respecter. Il y a un juste milieu à trouver entre ces deux contraintes-là. Voilà, tout justement. À fait. Je vous retrouve tout à l'heure, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, donc honorable député, Seydou Diouf, bonjour. Bonjour. Alors, quel rôle pour l'Assemblée nationale? Est-ce que ce sont des sujets qui vous mobilisent? Est-ce que c'est discuté au sein de l'hémicycle? Et quelles sont les solutions éventuellement que l'on peut attendre de l'Assemblée nationale pour régler ce problème qu'on ne peut pas nier, celui des relations heurtées entre les forces de défense et de sécurité d'une part et les citoyens d'autre part?
Oui, je vous remercie et vraiment me réjouis de cette initiative que vous avez prise de poser un débat qui en fait est un débat qui interpelle notre société. Ça n'interpelle pas que l'Assemblée nationale, c'est une question sociétale. Nous sommes dans une société de plus en plus violente. Violence par le verbe, violence physique. Nous sommes dans une société où les échelons ne sont plus respectés. Et de mon point de vue, la contestation qui existe aujourd'hui de l'ordre établi à travers les institutions, vous le voyez vous-même, avant, quand le policier sortait et descendait dans la rue, le policier était plus ou moins craint. Il était à la fois perçu comme celui qui régulait, qui organisait l'ordre, qui préservait l'ordre dans la société, mais il était perçu comme quelqu'un qui détenait le pouvoir de sanctionner. Pas le pouvoir de réprimer, mais le pouvoir de sanctionner. Mais depuis quelque temps, à la faveur de l'élévation du niveau culturel de la société, l'avènement des médias sociaux, l'environnement de la contestation, l'ordre n'est plus respecté. Et l'ordre n'étant plus respecté, le policier qui incarne cette mission ne l'est plus. De l'autre côté aussi, du point de vue des policiers, il faut bien regarder. Avant, nous avions des policiers qui étaient formés, qui avaient une vocation pour. Mais aujourd'hui, les policiers viennent en grande masse dans une formation de très courte durée